Alors, nous avions à cœur de terminer cette journée par une table ronde qui réunit divers acteurs de la poésie du web. Donc, nous avons ici des poètes, des chercheurs, des vulgarisateurs, des influenceurs, des traducteurs. Et souvent, les casquettes sont multiples. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est de présenter chacune des personnes présentes. Et on va aussi peut-être montrer quelques petits contenus numériques pour que ce soit un peu plus incarné. Donc, je vais commencer par Guillaume Singal, qui est maître de conférences en littérature postcoloniale à l'université de Tours. Et il est également spécialiste de traductologie et traducteur. Sa traduction la plus récente, notamment, c'est une traduction du livre d'Olivette Otellé, Une histoire des Noirs d'Europe, paru chez Albin Michel en 2022. Il tient 2 blogs depuis 2005 et depuis 2016 un vlog, Tanner45, dans lequel il a notamment pratiqué 215 expérimentations vidéo de traduction improvisée, les traductions sans filet. On vous en montrera une à la fin de cette présentation. Sa pratique poétique en ligne va de la publication de poèmes sur les médias sociaux et les blogs à la pratique créative et semi-improvisée de la critique littéraire. Donc on peut retrouver sur sa chaîne YouTube plusieurs projets, le projet Pinger, le hashtag Je la lis consacré à Gertrude Stein, la série des 29 contemporaines dans laquelle il présentait 29 autrices contemporaines, la série des Interpares où il présente des livres en relation les uns avec les autres. Son intérêt le plus vif se porte sur les formes et créations éphémères vouées à ne pas déposer en déchets ou en termes plus ordinaires à ne pas laisser d'archives. Et donc on va regarder une des traductions sans filet. Vite fait. Vite fait. Bien. Je vais faire une vidéo avec un bonhomme de neige. J'espère qu'on le verra dans le cadrage. Je sais pas très bien, je vois pas très bien ce que j'ai fait. Donc je vais traduire page 243. Je me suis noté. Je l'ai pas préparé. C'est un extrait d'une nouvelle, c'est un tout petit extrait d'une nouvelle de Sean O'Fallon. Rapidement, ça va pas ça. Joe attendit le moment où il entendit enfin la Jaguar s'éloigner rapidement. Then he ran back. Ça donne une idée. Un morceau. Je vous présente ensuite Nicolas Requeda, qui est agrégé de lettres modernes et docteur en langue et littérature française, avec une thèse soutenue en décembre 2023 à l'université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction d'Olivier Leplâtre. Ses recherches portent sur le parcours des classiques dans l'enseignement secondaire, dans une perspective historico-didactique. Un article est par exemple paru en 2023 dans la revue d'historiographie du théâtre, intitulé « Attali dans le théâtre scolaire, le canon en gestation ». En parallèle, il mène une carrière d'enseignant et de vulgarisateur, notamment avec la chaîne YouTube Le Moc, qui est une chaîne de vulgarisation littéraire très connue, et Arte Book Club sur YouTube. Il a également publié Classique en 2018 aux éditions Albin Michel et mène un travail critique dans ses conférences sur la question de la présence littéraire sur Internet. Il avait à cet égard déjà participé à la journée sur la littératube organisée par Marge en 2019. Et on va regarder un petit extrait d'une des vidéos du MOC. Dans les pires années des purges des Jauves, j'ai passé 17 mois dans les queues des prisons de Leningrad. Un jour, je ne sais qui m'a reconnu. Alors la femme aux lèvres bleues qui attendait derrière moi et qui, bien sûr, n'avait jamais entendu mon nom, s'arracha à cette torpeur particulière qui nous était commune et me chuchota à l'oreille. Tout chuchotait là-bas. Et ça, vous pouvez le décrire? Je répondis, je peux. Alors, quelque chose comme un sourire glissa sur ce qui autrefois avait été son visage. Devant ce malheur, les montagnes ploient.
et le fleuve ne veut pas couler. Mais les verrous des geôles sont robustes. Derrière eux, ce sont terriers de forçat et une angoisse mortelle. Un vent frais souffle pour le Kidam. Et pour lui, le couchant se prélasse. Nous autres ne savons pas. Nous ne faisons qu'écouter l'odieux cliquetis des clés et les pas lourds des soldats. On se levait comme pour la première messe. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une adaptation vidéo d'un poème d'Anna Armatova, qui est le fruit d'un travail d'équipe, mais ça, on en reparlera aussi. Je vais rapidement vous représenter, parce que certaines des personnes du public n'étaient pas là ce matin ou en début d'après-midi. Donc, Romain Losec est professeur de philosophie et écrit de la poésie en ligne depuis l'âge de 16 ans. L'écriture sur les forums l'invite depuis plusieurs années à explorer des formes d'écriture hybride, mêlant poésie, vidéopoésie, composition musicale et écriture sous hétéronyme. Il expérimente aussi l'écriture collaborative à travers l'organisation d'aventures littéraires participatives. Il copubliera cette année chez Abrupt Cénaclière un recueil de poésie qui met en jeu l'hétéronymie dans le cadre de l'invention d'une contre-histoire fictive de la littérature féministe. Et Miel Pagès, qui est poète, performeuse et vidéaste, et qui vit dans la Ville Rose où elle se consacre à la poésie sous toutes ses formes, notamment par l'écriture, la scène et la vidéo-poème. Elle a à cœur que la poésie soit populaire, vivante et politique. En 2022, elle sort son premier recueil chez Blast, La 7e lèvre. En 2023, elle remporte le prix de vidéo-poème de la Factory Maison de Poésie avec sa vidéo lauréate, Que nuit soit, qui est ensuite projetée au Centre Pompidou lors du festival Extra. Et son second recueil, Les Sublimations, paraît en février 2024. Et je me présente aussi très rapidement. Alors moi, je m'appelle Marie-Anaïs Guégan, je suis doctorante et je travaille sur les forums d'écriture, et donc sur cette partie de l'histoire littéraire de la génération Y et de l'entrée en écriture de toute une génération. Je suis également poétesse, vidéo-poétesse, et je copublierai cette année chez Abrupt un recueil, etc., avec Romain. Voilà. Donc on peut juste regarder... alors, on a déjà vu des vidéos-poèmes de Miel et de Romain, mais on peut voir donc leur chaîne YouTube. Il n'y a pas le son, peut-être. Donc, pour... Oui, attendez. Je vérifie. J'attends une réponse du médecin par rapport à la vulve que j'ai à la place du cœur. J'attends aussi une réponse des impôts et une pour un entretien d'embauche. J'attends que les mots que j'ai dit hier cessent de sangler ma poitrine. La position horizontale n'a pas de fin. Toute cette horizontalité que j'ai à offrir, personne ne peut supporter. J'ai envie que tout le monde se taise et ferme les yeux. Pendant que je déposerai mon corps dans l'oubli, mon corps dans l'oubli. Et j'ai beau connaître, piétiné par mes orties, les miennes de ma chair. À
yeux un miroir bissuté de gras, de bulles, de trous. Des balles de flingue brûlantes roulent dans mes veines, en attendant que je les fasse voler dans toutes les directions, pendant que je couvrirai mon corps de coton, mes yeux de feuillage, mon cœur de salive. Et j'ai beau connaître, et j'ai beau connaître, je pourrais m'élever dans les airs, je pourrais viser la gueule de tout le monde. J'ai beau connaître, vu que j'ai la place du cœur, les balles de flingue, j'ai beau connaître, pourrais viser la gueule que j'ai la place du cœur. Ne pas reconnaître mes pensées. Alors, avant que nous commencions cette table ronde, en gros, on devrait parler à peu près pendant une petite heure et se réserver ensuite une demi-heure pour ouvrir la table ronde au public pour que chacun puisse participer. Mais si vous avez des remarques à faire avant cette demi-heure-là, n'hésitez pas à lever la main, évidemment, et à rentrer dans la discussion. Alors, je voulais commencer par ça. En 2024, le web a un peu plus de 30 ans, et nous, encore un peu plus. Nous avons tous une histoire par rapport au web et à la poésie, une histoire avec une date d'entrée. Nous avons vu le web et ses formats évoluer. Nous avons essayé diverses choses, et ce par quoi je voulais commencer, c'était par votre histoire du web en tant que poète, amateur de poésie, vulgarisateur, etc. Je suis au bout, alors je dois commencer, c'est ça, hein? Moi, j'ai eu mon premier blog à 10 ans sur Skyblog, et j'ai eu une pratique du blog jusqu'à mes 22 ans, quelque chose comme ça, pendant une douzaine d'années. Et j'écrivais donc sur Skyblog, et de plus en plus, l'âge avançant, en essayant vraiment de mettre en forme, et toujours du coup avec des photos associées. C'était pas de la vidéo, mais c'était des photos où il y avait déjà une idée mise en scène dedans. Alors pour moi, je me suis inscrit sur des forums parce que je commençais à écrire peut-être vers 16-17 ans, et je savais pas où montrer mes textes, tout simplement. Et comme je voulais absolument qu'on les lise, parce qu'ils étaient géniaux évidemment, j'ai cherché partout des forums où les montrer. Et ça s'est fait aussi par des forums. J'étais inscrit sur un forum qui traitait d'un livre de fantasy que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, qui s'appelle La Roue du Temps. Et j'ai commencé en fait à écrire du RP sur ce forum. Donc, le RP, c'est des jeux littéraires, on incarne, on va dire, des personnages. Enfin, c'est plus complexe, mais disons ça. Et donc c'est aussi comme ça que je suis rentré dans l'écriture en ligne. Et après, je me suis inscrit sur notamment un forum qui s'appelle Jeune Écrivain. Et je l'ai fréquenté longtemps. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je suis rentré sur le web pour écrire. Alors je rebondirai juste là-dessus parce que vos deux parcours sont super intéressants parce qu'ils sont super représentatifs de l'entrée en écriture de la génération Y. C'est-à-dire que les blogs, et notamment les skyblogs et les forums de RP, ont été deux des plus grosses portes d'entrée vers l'écriture littéraire pour notre génération. Et donc et moi aussi j'ai écrit des skyblogs. C'était des skyblogs de fiction plutôt à l'époque. Tu peux continuer d'expliquer toi-même comment t'es entré. Oui. Oui. En fait, j'ai écrit pendant des années sur des skyblogs de fiction, mais j'avais du mal à maîtriser les codes de mise en page, qui étaient très importants à l'époque, et aussi de maintien d'une communauté. Donc, il fallait être dans un échange constant de lâche-moi tes coms, rends-moi tes coms. Il y avait des logiques très quantitatives sur les skyblogs, et j'étais complètement nulle avec ça. Donc, j'ai fini par aboutir sur les forums, où l'ambiance me semblait un peu plus détendue, sur les forums d'écriture, qui, à l'époque, donc en 2010, étaient des centaines à habiter le web littéraire. Donc on avait vraiment une forosphère, pour calquer le néologisme blogosphère, une forosphère littéraire très active,
par laquelle ont transité énormément de jeunes écrivains de la génération Y, et y compris de poètes, même si ces formes-là, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un point de vue un peu diachronique, sont sur leur déclin. Il existe encore des forums d'écriture, mais bon, 4 ou 5. Et ils n'accueillent plus, en fait, ils ne sont plus accueillants pour les jeunes gens de la génération Z, qui, eux, vont favoriser certains types de réseaux sociaux. Donc... Alors moi, pour le coup, rien à voir, puisque je suis arrivé sur Internet en termes de production via le MOG, donc une chaîne de vulgarisation qui était assez bizarre, d'ailleurs, ce qui fait aussi qu'elle a mis un peu de temps avant d'avoir un public, puisqu'elle mélangeait à la fois un contenu qui était très, très académique, très vertical, parce qu'à l'époque, je sortais de classe préparatoire, avec donc mon ami Bruno Labriole, avec qui on a monté cette chaîne, et de l'autre côté des influences web, mais en fait très issues vraiment du podcast, et en fait plus particulièrement de l'humour type What the Cut, etc. Donc un humour vraiment assez violent. Et donc on a mis un peu de temps à trouver notre patte là-dessus, mais donc en fait on était vraiment sur des questions de vulgarisation littéraire, de concepts complètement académiques. Et bon, voilà. Et ce qui fait que quand on a commencé à s'approcher des questions de poésie, finalement, on est naturellement allé vers des questions de poésie de patrimoine, en fait. Ce qui fait que le poème d'Anna Akhmatova, par exemple, il est finalement assez tardif dans l'histoire de notre chaîne. Et finalement, la question de l'écriture à proprement parler pour le web, pour moi, elle s'est posée une fois que la page du MOC a été tournée, avec une autre chaîne qui s'appelait Dimanche à 10h. Voilà, donc c'était un projet d'une trentaine de vidéos avec un début, un milieu, une fin. Où là, pour le coup, ça a commencé sur des questions légèrement de vulgarisation, et en fait, assez rapidement, ça allait sur des vidéos qui étaient plus poétiques. On peut peut-être regarder. Ouais, on peut regarder Je n'aime pas lire, peut-être. Comment ? Je sais pas, peut-être Je n'aime pas lire, parce que je crois qu'elle fait... Enfin, je sais pas, parce que je crois elle est assez courte. Et c'est l'une de mes préférées. Elle me regarde, droit dans les yeux. Impossible d'esquiver la confrontation. La première page, celle qui m'engage tacitement. La première page, ce baiser qui se prend pour un mariage. Au moment où j'ouvre ce livre, si la lecture a un goût, c'est sans doute celui de la culpabilité. Car jamais je ne le finirai. Je le sais bien, 327 pages avec toi, jusqu'à ce que le mot fin nous sépare. La vie est trop courte et tu es trop long. Alors pourquoi je continue de lire, puisque je n'aime pas ça ? Non, c'est générique. Rendez-vous quand ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent, dimanche à 10h. Rendez-nous le temps, dimanche à 10h. Rendez-nous les gens, dimanche à 10h. On fait ça quand ? Dimanche à 10h. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. C'est Jean-Paul Sartre. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était de les faire épousseter, sauf une fois l'an avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà, je les révérais. Ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. C'est beau. Je n'ai jamais fini les mots de Sartre. Tout comme je n'ai jamais fini Les Misérables, ni À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Pourtant, je sais que tous ces livres méritent sincèrement ma révérence. Non seulement comme d'admirables pierres levées, mais surtout comme des pierres vivantes de mon éducation littéraire et humaine. Du moins, pour ce qui est de leur premier chapitre. Mais j'ai commencé ma vie, comme vous sans doute, au milieu des films. Et la puissance de l'image, sa fascinante dimension, a toujours fini par prendre le dessus. D'autant que ce temps du livre est de plus en plus difficile à épouser au milieu des flashs qui font palpiter notre quotidien. Dans chaque bouquin, je me découvre aveugle, guidé par la lente encre noire sur un chemin dont j'ignore la durée. La taille de l'ouvrage peut me donner une estimation, qu'on me rétorquera. Mais c'est faux. Tu le sais bien, combien de livres avons-nous empruntés qui semblent nous engloutir dans leur éternité au détour d'une page ? Souviens-toi, Zélé spectateur, mon semblable, mon frère dans le parjure, de cette première page de Proust dans Du côté de chez Swann. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte, où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour.
Combien de fois ai-je relu cette phrase alambiquée, mais enivrante du début de la recherche du temps perdu? Que voulez-vous? Je ne lis pas droit. Parfois mon pied s'enfonce, souvent mon œil se perd, et je retourne en arrière sur un sentier incompris, comme Alice égarée au pays des merveilles. Peut-être parce que je suis devenu incapable de concentration à force d'injections de dopamine forcées sur le réseau, comme un moustique obstiné qui revient toujours se griller à l'appel du lampadaire, ou peut-être simplement parce que je préfère la finesse du bon mot au fin mot de l'histoire. C'est vrai que je l'aime beaucoup, la tournure qui fera mouche, qui piquera là où ça fait mal, ou au contraire, qui me plongera dans une rêverie dont je ne sortirai qu'au moment où le livre touchera le sol. Endormi. Je me suis endormi. Impuissant à tenir la promesse de la première page, en mal de mots de la fin, j'en finis par redouter l'ouverture des livres. Ces petits salauds me confrontent à mon incapacité à m'arrêter, à faire silence, à écouter. Car dans ce monde où tout m'invite à donner mon avis pour créer du flux, de la pub et finalement de l'argent, le livre me tait. C'est pourquoi j'y retourne. Professeur de français pour être passeur de ce silence scandaleux dans notre monde, de ce temps impossible à céder. Professeur pour moi-même m'obliger à le céder. Je n'aime pas lire, mais je le dois. Je suis payé pour ça. Et vous, quel est le livre qui vous a fait lire? Le bouquin qui vous a cloué par sa beauté? L'ouvrage fantastique qui vous a fait dire « C'est avec toi que je veux passer mes étés, mes hivers et mes confinements, quel plaisir de brûler ce printemps sans voix à tes côtés. » Partagez-le en commentaire et, à loisir, cliquez fort sur la cloche pour ne rien rater. C'était il y a longtemps. Mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment dans ton itinéraire. Ça, c'est la plaque de ma mère. Elle est thérapeute. On est dans la rue la plus passante de Lyon. J'adore, la rue la plus passante de Lyon. On connaît cette pub. Que tu passes de la vulgarisation à la vidéo-écriture, finalement. Mmh. Donc, il y a pareil, un espèce de switch vers un travail créateur qui est hyper intéressant. C'était le début. Oui, alors moi je vais représenter une autre génération, on va dire ça comme ça, les boomers pour le dire un peu brutalement, mais moi j'ai le droit puisque je m'auto-décris. Et puisque je représente le mec 6-7 de plus de 50 ans, je ne peux pas ne pas mentionner un nom, non pas pour le glorifier, mais pour dire un peu aussi ce que signifie la poésie aujourd'hui ou la discussion sur la poésie aujourd'hui. Ce nom, c'est celui de Jean-Michel Maulepoix, qui est un écrivain que j'ai beaucoup apprécié en tant que critique littéraire, en tant que poète, et dont j'ai déclaré publiquement et professionnellement, il y a de cela 2 ou 3 semaines, je ne sais plus très bien, que je ne le lirai plus, que je ne l'achèterai plus et que je ne le ferai plus lire à mes étudiants et mes étudiantes, pour des raisons que je suppose tout le monde ici connaît, sur lesquelles je ne reviendrai pas. C'est aussi pour rappeler qu'on a un devoir éthique et que, par exemple, je ne serais pas déjà invité, je n'aurais pas déjà accepté de venir, je me serais peut-être enlevé de la table ronde parce qu'on est un petit peu trop de mecs déjà à cette table. Bref, pour répondre à la question, parce que je vais finir par répondre à la question quand même. Alors, comme je n'appartiens pas à la génération qui est née avec, ou quasiment née avec les skyblogs, etc., moi, j'ai beaucoup écrit quand j'étais adolescent, jeune homme, étudiant, etc. Puis ça se délitait de plus en plus, ça devenait de moins en moins cohérent pour moi, jusqu'à la période des blogs et de la blogosphère, autour de 2003-2008, on va dire. Je crée mon premier blog en 2005 et aussitôt, ça m'a relancé complètement dans l'écriture, dans un projet d'écriture qui était à la fois thématique, topographique et autobiographique. Et j'ai très vite éprouvé le besoin d'avoir un blog plus expérimental. J'aime pas trop cet adjectif, mais j'en trouve pas d'autre. Un blog plus expérimental que j'ai ouvert en 2006. Et ces 2 blogs existent encore et je continue de les alimenter. On est à 6500 textes sur les 2 blogs cumulés. Depuis 19 ans aussi, il faut dire. Ça ramène à sa juste valeur aussi. Les réseaux sociaux ont joué ensuite le rôle d'accélérateur de ça aussi, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Mais dans une forme de sédimentation, c'est-à-dire que la pratique de l'écriture très spécifique sur Twitter ou sur Facebook n'est pas venue mettre fin au blog. Elle a pu l'interrompre ponctuellement, mais ça n'a jamais disparu. Et le vlog, dont je vous ai montré 20 secondes tout à l'heure, a été un prolongement naturel de ça. Et le vlog, moi, je le conçois vraiment avec toutes mes casquettes. C'est-à-dire ma casquette de spécialiste de postcolonial et de littérature africaine, ma casquette de traducteur et de traductologue, et ma casquette de mec qui fait n'importe quoi,
qui est, je pense, à peu près le point commun entre toutes mes vidéos totalement amateurs et assumées comme telles. Donc ça veut dire qu'il y a eu une entrée vraiment progressive et accumulative, et que pour moi c'est vraiment important que ça reste à la fois quelque chose qui est de l'ordre des marges de ma profession déjà, mais qui soit vraiment en revanche le centre de mon activité créative. Et bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi j'ai pas du tout d'aspiration au livre. D'aspiration à la publication sous forme d'ouvrage dit traditionnel, d'ouvrage papier, quoi. Voilà, pour essayer de résumer un peu. Donc, oui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des périodes et des canaux d'entrée très différents les uns des autres dans ce web poétique. Est-ce que, à votre échelle, vous avez eu la sensation d'observer des évolutions depuis votre arrivée? Et de quel type? Est-ce que, je lance des pistes comme ça, mais est-ce que vous avez l'impression que les sociabilités sur le web sont plus faciles aujourd'hui qu'à l'époque? Est-ce que vous avez l'impression que les choses s'institutionnalisent un peu, ou en tout cas qu'elles commencent à bénéficier d'une reconnaissance médiatique? C'est des petites pistes, mais... Moi, je sais que j'ai fait une année, un échange universitaire à Montréal en 2014-2015. Et ça a vraiment été la déflagration. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens vivants écrivaient, qu'il y avait des soirées de poésie quasiment tous les soirs, avec une image ultra contemporaine, urbaine, trash. Et quand je suis revenue en France, j'ai déprimé en me disant mais où sont les poètes, les poétesses? Je comprends pas, il n'y a pas du tout cette dynamique-là. Et de plus en plus, c'est arrivé, notamment avec les réseaux sociaux, avec Instagram. Une communauté a commencé à grandir là depuis plusieurs années. Donc, ouais, moi, je vois carrément une évolution. Et oui, grandissante. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis, c'est que c'est par le numérique, par le web, que les sociabilités IRL adviennent, en fait. Oui, carrément. Je sais pas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est pas mon expérience, quoi. C'est plutôt ça. On va parler, modestement, de ce qu'on a pu vivre. Moi, j'ai vraiment ressenti, et c'est ce qui m'a remis le pied complètement dans la création, et même donné envie d'aller très loin dans des audaces de création. C'est qu'entre 2005 et 2007, j'ai trouvé qu'il se passait dans les blogs et dans la blogosphère littéraire / poétique, un véritable échange, on se nourrissait vraiment les uns les autres, et on avait envie d'écrire le prochain texte parce qu'on savait vraiment qu'on allait avoir des retours dessus. Et j'ai eu, dans un premier temps, tout en étant aussitôt, moi, présent sur Facebook notamment, j'ai eu le sentiment que les réseaux sociaux avaient éteint ça. C'est-à-dire que les blogs s'étaient déplacés sur les réseaux sociaux, mais l'échange n'était plus du tout le même. C'est-à-dire les échanges étaient des échanges de cénacles beaucoup plus restreints, qui étaient plus des cénacles professionnels, familiaux, personnels. Et alors sans doute parce que j'étais pas sur les bons. C'est pour ça que je dis, je prétends pas dire la vérité, mais mon expérience, ça a été que ça a à peu près mis fin à ça. Et j'ai retrouvé ça un petit peu sur YouTube dans les années 2014, 2017, 2018. Mais là, c'est parce que moi, j'y suis moins présent aussi que je le ressens moins maintenant. Mais je pense qu'il y a eu un moment très, pour le coup, je suis pas tout seul à avoir vécu ça. Il y a eu un moment extrêmement dynamique d'échange et d'entre-stimulation autour de 2005, 2006, même un peu après même. Ouais. Non, vas-y. Je dirais que cette sensation, je l'ai aussi eue en passant de la forosphère littéraire aux réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression, et là je vais peut-être avoir l'air d'une boumeuse. Il n'y a pas d'âge, lâche-toi. Que les architectes, alors les architectes, ce sont les logiciels qui permettent aux applications du web d'exister. Donc les architectes de beaucoup des réseaux sociaux sont défavorables aux dynamiques d'échange et de commentaires.
C'est mon point de vue de forumeuse, parce que sur les forums, j'avais pris l'habitude d'échanges riches et nourris à partir du moindre texte, là où sur les réseaux sociaux, je voyais plutôt des logiques d'appréciation quantitative qui passaient par des signes comme le like ou des commentaires extrêmement courts qui étaient des commentaires d'appréciation et pas vraiment de critique littéraire. Mais je connais très mal les sphères poétiques sur les réseaux sociaux et je pense que tu pourras beaucoup. Oui, pour parler de l'ultra contemporain, il y a des initiatives comme celle de Laura Vasquez avec ses ateliers d'écriture, ou Hortense Rénal avec les ateliers Mater, qui créent des groupes Facebook de 2000 personnes qui échangent leurs textes et qui commentent vraiment plus que dans l'appréciation. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des effets de bulle qui sont vraiment beaucoup plus forts que ce qu'on aurait pu imaginer avant que ça apparaisse sur justement les réseaux sociaux. Par exemple, je pense à initialement la première intuition que nous on avait, en tout cas quand on produisait comme ça sur YouTube, c'était que, je parle de production, donc là en l'occurrence c'est assez différent, c'est la mise en scène de poésie du patrimoine, quoi. Donc c'est quand même bien spécifique. Pour autant que Anna Akhmatova, les traductions d'Anna Akhmatova soient de la poésie de patrimoine, qui est encore aussi à préciser. Mais ce que je voulais dire, c'est que la première intuition qu'on pourrait avoir serait qu'il y a une nette séparation entre, d'un côté, des réseaux sociaux qui sont plutôt favorables à la poésie, typiquement Instagram par exemple, et d'autres beaucoup moins, par exemple Twitter, par exemple YouTube. Mais de l'autre côté, ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, c'est à l'intérieur de ces réseaux des effets de bulle de toute façon extrêmement qui font qu'il peut y avoir énormément de monde, mais que toute cette communauté-là soit complètement invisible de tous ceux qui sont en dehors et qu'il n'y ait pas du tout de porosité, même si cette communauté est quand même gigantesque. Et par exemple, c'est quelque chose sur YouTube qui est vraiment particulièrement frappant. On ne cesse de découvrir en fait des réseaux de chaînes qui en fait sont particulièrement étendus, mais en revanche qui hors de ce réseau-là sont complètement invisibles. C'est clair. Oui. Et ce que tu dis est très juste, je rebondis juste parce que quand j'ai commencé ma thèse et que j'ai commencé à parler dans le champ littéraire, dans le champ académique de forums d'écriture, même parmi des gens qui étudiaient la littérature numérique, souvent on me demandait si ça existait encore. Et j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui ne connaissaient pas, alors que ce sont des espaces qui regroupent des dizaines de milliers de personnes depuis 15 ou 20 ans, plutôt 20 ans maintenant. Donc ces effets de bulle sont à la fois très forts et en même temps, et c'est ce qu'on avait vu avec la communication de Camille Bloomfield ce matin, souvent les poètes du web ont plusieurs casquettes et transitent d'un réseau à l'autre en même temps ou selon une histoire qui est par exemple tirée de Skyblog à YouTube. Alors moi, je suis pas vraiment sur... j'ai surtout écrit sur des forums, mais du coup... sur un forum particulièrement, et du coup, pour répondre à ta question, et peut-être ça fera écho, je sais pas comment vous pourriez réagir à ça, l'impression que j'ai eue en étant longtemps sur le même forum, à écrire longtemps sur le même forum, c'est qu'on constitue aussi une esthétique, c'est-à-dire que cet effet de bulle produit des références qui vont être partagées par les gens qui écrivent sur le forum en question, même des blagues, du sous-texte en quelque sorte, par des effets aussi d'appréciation qui vont pas forcément être que la personne va être par exemple mal commentée, etc., mais simplement elle va être commentée si elle écrit dans un certain style et pas ou peu commentée si elle n'écrit pas dans un certain style. J'ai l'impression que ce que j'ai noté moi par exemple sur le forum sur lequel on est, c'est la constitution d'esthétiques communes qui après peut-être essaiment d'ailleurs dans les manières d'écrire ailleurs. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir dans quelle mesure des esthétiques constituées comme ça dans des petites sphères finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont se connaître par relation d'abord en ligne mais après IRL. Comment est-ce que ces esthétiques continuent d'innerver l'écriture lorsqu'elle n'est plus enchâssée à l'intérieur de son cercle initial. Moi, je sais par exemple que si, pour Sénaclière, par exemple, le livre qu'on va écrire, il est né d'une aventure littéraire qui a été produite sur le forum et qui n'aurait sans doute pu être produite de cette manière-là que sur le forum. C'est-à-dire, il y avait
une sorte d'imaginaire collectif commun qui faisait que ça pouvait être occupé en quelque sorte comme espace. Et après, là, on le fait exister en dehors du forum. Et donc moi, je me demande, ça rejoint aussi la question du passé, comment est-ce que votre passé sur les réseaux sociaux, je pense à toi, tes Skyblog qui ont disparu, toi, ton blog qui a donc des archives qui remontent. Comment votre rapport passé à des sphères littéraires en ligne a constitué des choses dans votre écriture, ou votre rapport à la vulgarisation, votre rapport à la littérature, qui vous semble encore occuper votre esprit, alors même que ces espaces-là ont disparu, que vous ne les occupez plus. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais... Pour parler de l'événement spécifique de la disparition des Skyblogs, moi, ça a concordé aussi avec, c'était en août, avec l'année de mes 30 ans, donc il y avait quelque chose aussi de très symbolique. Et, comme je disais, moi, mon premier blog, j'avais 10 ans. Et j'ai fait une démarche vraiment d'aller fouiller dans des archives personnelles, donc en ligne et sur des disques durs, pour essayer de rassembler cette matière, que ce soit dans les autoportraits, donc de photos, et pour questionner cette pratique du journal ouvert, qui, pour moi, clairement, continue d'exister. Donc à partir du moment où j'ai plus de blog, j'ai été plutôt sur Instagram, j'ai été dans la vidéo poème, mais cette pratique-là m'a jamais quittée. Il y a un rapprochement qu'on peut faire, je trouve. Je pense que l'écriture, si elle est vraiment située, c'est-à-dire si elle est vraiment contextuelle, si elle est, dans le cas des blogs, typiquement, il y a un très grand nombre, je disais tout à l'heure que je n'ai pas envie de faire un livre avec ça. Il y a aussi des choses pour lesquelles on ne peut pas faire un livre avec ça. Parce que le livre tomberait complètement à plat, en ce sens où il y a plein de choses qui n'ont pas de sens en dehors du fait que c'est des réponses à des commentaires, et que c'est des réponses à un post, et que c'est des réponses à plein de choses. L'analogie qui m'arrive de faire, moi, c'est avec le rap, avec le rap et avec les références dans le rap. C'est-à-dire qu'il y a rien qui se c'est peut-être aussi dans les programmes humoristiques télévisuels aussi, ou dans les stand-up. C'est-à-dire que c'est des formes qui fonctionnent très bien parce qu'elles ont une immédiateté, une référence que tout le monde connaît, mais qui est dont la date de péremption est très rapide en fait. Et c'était la moitié des chansons de rap hyper populaires des années 90. Il faudrait des notes de bas de page. Il faudrait 4 notes de bas de page par vers. Enfin, parce que juste, on comprend plus les références à tel ou tel événement culturel, politique, etc. Et pour moi, c'est un peu du même ordre aussi. C'est-à-dire qu'il y a une obsolescence, alors pas de la démarche d'écriture, mais de la compréhension même du texte. Mais ça vaut pour une partie de ce qu'on peut écrire sous cette forme-là. Et je pense notamment à tous les dispositifs d'écriture en réponse. Par exemple, les vases communicants dans la blogosphère. Donc, est-ce que tu pourrais le présenter rapidement, puisque je ne saurais pas trop... Les vases communicants. Le fait de faire les rétroliens, c'est ça? Parce que moi, je n'ai jamais trop fait ça, en fait. Les vases communicants sur le groupe Littératube. Alors oui, mais c'était une reprise de choses qui avaient eu lieu sur la blogosphère. Sur le groupe Littératube, ça consistait... de partager, par exemple, moi je prends des images, je filme des choses et je donne ces images à quelqu'un d'autre. Catherine, oui. Des images, je te donne ces images. Et voilà, donc on inverse, on se partage la matière. Et chacun, du coup, invente une écriture post-image. Et donc il y a 2 vidéopoèmes au final, avec son écriture et l'image de l'autre. Catherine Serre, donc, qui fait des vidéopoèmes et qui participe au vase communicant. Oui. En fait, je prenais cet exemple parce que c'est typiquement le type d'écriture où il y a un échange entre... qui va donc être posté sur 2 plateformes différentes. Et en fait, peut-être que 10 ans plus tard, on ne comprendra pas très bien comment les choses ont été construites. Et c'est un peu la même chose, par exemple, avec le RP dont tu parlais tout à l'heure. Alors, le RP, c'est le roleplay textuel. Donc, les rôlistes ont beaucoup investi les forums pour jouer et raconter des histoires à plusieurs. Mais quand on essaie, 10 ans plus tard, de lire ce qui s'est passé sur un forum de RP, c'est totalement incompréhensible. Parce que la temporalité de lecture et d'écriture, il faut être dans cette temporalité-là pour comprendre les échanges.
Et d'autant plus qu'on n'a pas les conversations en dehors sur Discord. Les rôlistes parlent en même temps pour réfléchir à comment ils vont produire le texte, etc. Ce qui fait qu'il manque aussi toute une partie finalement du texte qui est hors champ. Ouais, ça me fait penser du coup ce que je le citais tout à l'heure, mais l'échafaudage, donc, que j'ai cité tout à l'heure dans le truc de Bernard Bouillou. Et en fait, ce que tu fais remarquer, c'est que dans beaucoup de types d'écriture en ligne suppose un échafaudage pour comprendre ce qui est en train de se mettre en place, comprendre le sens réel du texte et des liens intertextuels, et que cet échafaudage, par le temps qui passe ou la disparition de certaines sources, disparaît, et donc le texte lui-même perd. Et ça, je pense que c'est une différence quand même avec un livre. Enfin, je ne sais pas s'il y a des livres qui fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire où le contexte aurait disparu, et donc le livre perdrait son sens lui-même. C'est vrai que ça, c'est un peu, ça produit un effet étrange, quoi, sur l'écriture en ligne, je crois. La littérature née de conversation, tout de suite là comme ça, les romans à clé du XVIIe siècle, il me semble qu'ils fonctionnent quand même sur ce modèle-là en grande partie. Enfin, je ne suis pas spécialiste des romans à clé, mais il me semble que ça fonctionne quand même sur ce modèle-là. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a aussi la spécificité d'une écriture qui est très très reliée à étant donné qu'on est sur une temporalité très courte, à des contingences humaines, étant donné que c'est une écriture collective en très grand nombre, fait que s'il y a une personne qui en fait tout à coup arrête d'écrire, en fait on le saura pas, ça sera pas écrit en tout cas dans le. Ouais. Et ça, c'est, je pense, une chose. En fait, il y a une des membres du forum que j'étudie, Mara, qui avait écrit un roman sur la disparition d'un rôliste sur un forum. Et en fait, un de ses camarades d'écriture se rendait compte que le rôliste ne postait plus depuis plusieurs mois et partait mener l'enquête. Donc cette question de la disparition, enfin, c'est marrant. Donc pour rebondir un peu sur l'idée d'écriture en collectif, justement, vous tous, vous vous inscrivez d'une manière ou d'une autre dans des collectifs ou dans des sociabilités littéraires en ligne. Est-ce que vous avez envie d'en dire quelques mots ? Je peux peut-être commencer, parce que nous, la bizarrerie de notre fonctionnement, c'est qu'on était sur quelque chose de semi un quart professionnel. On tirait un tout petit revenu des vidéos qui étaient produites et qui nous permettaient des dédommagements, en fait, de dédommager un peu ceux qui travaillaient avec nous. Donc en fait, finalement, assez rapidement, c'est quand même posé la question du financement de ces formats de mise en scène de poèmes, mise en image, mise en musique, et donc des problématiques finalement extrêmement concrètes de comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on contacte des personnes pour qu'elles viennent participer à la production de ces poèmes. Étant donné, donc voilà, pour répondre à cette question de nos sociabilités, finalement, on était complètement sur uniquement notre cercle amical, en fait. Donc on n'était pas du tout, étant donné qu'on venait de la vulgarisation, et qu'on est déjà sur la vulgarisation littéraire vers 2008-2009, en fait, on n'est pas grand monde sur YouTube, et encore plus sur la vulgarisation littéraire de littérature classique ou de patrimoine, et vraiment personne, quoi. Donc on était vraiment sur nos cercles d'amis, et donc dès que la chaîne a commencé à prendre un peu plus en taille et qu'on a commencé à avoir un petit peu d'argent, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qu'on va pouvoir intégrer, etc. Et c'est pour ça que j'ai proposé de regarder d'abord la vidéo sur Anna Arpatova, parce qu'elle me semble assez intéressante pour montrer justement la complexité à la fin de ce qu'on avait mis en place. C'est-à-dire qu'on avait fait un crowdfunding qui avait amené à ce qu'on puisse justement commencer à proposer à des personnes qu'on ne connaissait pas pour pouvoir justement les dédommager. Donc en fait, l'argent nous a permis de sortir du cercle amical aussi. Ça nous a permis, parce que la difficulté qu'on avait, c'est qu'on était une chaîne avec un certain nombre d'abonnés, et donc tout de suite, il y avait une sorte de verticalité qui faisait que si on allait voir des gens pour leur proposer, en fait, il y avait un rapport de force qui était très bizarre. Puisqu'en fait, nous, on en tirait, finalement, on nourrissait la chaîne,
Et eux, en fait, ils venaient juste travailler et on s'est très rapidement rendu compte qu'étant donné qu'on avait une certaine notoriété, en fait, ils fournissaient un travail qui était complètement démesuré et qu'en fait, on ne pouvait pas parler. Il y a eu des conflits sur une vidéo sur, pas Sylvia Plath, mais Virginia Woolf, où en fait, les musiciens qui avaient travaillé avec nous, en fait, on ne s'était pas du tout rendu compte qu'en fait, ils avaient fourni un travail qui était colossal, mais parce qu'ils ne communiquaient pas du tout dessus. Et donc, finalement, ça s'était très très mal terminé, parce qu'en fait, le dialogue était impossible du fait du rapport de force qui était de fait établi par notre structure, la structure de notoriété, en fait, qui est produite par YouTube. Ce qui fait, voilà. Et donc, on est allé voir Flora Fischbach, donc, qui est une musicienne qui avait eu une certaine notoriété avec quelques tubes, mais des années avant, et qui nous avait contactés, et qui là était un peu dans un creux à ce moment-là, donc elle avait un peu de temps. On était allé voir, et puis voilà, très gentiment, on a accepté de travailler avec nous. Et ensuite, on en a parlé sur nos réseaux, et il y a Jeanne Ruel, donc, qui nous a contactés. Et on a pu regarder son travail, son book, et voir, et donc lui proposer de travailler avec nous. Et donc, tout ça pour dire que finalement, étant donné qu'on s'inscrivait dans des sociabilités d'abord uniquement amicales, et puis l'argent nous a permis de sortir de ça, en fait, le système de notoriété de YouTube, finalement, faisait que c'était assez complexe. Finalement, a fini par produire un objet complexe du point de vue de sa production. Quand tu dis que la communication était impossible avec les musiciens, c'est-à-dire qu'ils n'osaient pas s'adresser à vous parce que vous aviez beaucoup plus, vous étiez beaucoup plus... Non, ce qu'ils n'osaient pas dire, il nous arrivait exactement la même chose d'ailleurs, cette fois de notre côté quand on a travaillé avec le Louvre, c'est qu'en fait, eux, de même que nous, quand qu'on était avec le Louvre, en fait, on faisait des nuits blanches, etc. Et à la fin, on avait l'impression qu'on avait une reconnaissance qui était nulle. Parce qu'en fait, c'est comme le Louvre, il faut absolument, voilà. Et de la même façon, en fait, quelques mois plus tard, on s'est retrouvé dans la position inverse, sans s'en rendre compte, en fait, et avec un coup de fil qui était horrible, en fait, ils nous disaient, mais ça fait, vous vous rendez pas compte, ça fait des semaines qu'on travaille dessus, etc. Comment vous pouvez nous redemander? Parce qu'en fait, typiquement, j'appelle le musicien en lui disant, là, vous avez rajouté un saxophone, c'est étonnant, on n'en a jamais parlé, etc. Oui, mais en fait, j'ai appelé ma sœur qui habite pas du tout dans la ville, elle est venue dans notre ville pour enregistrer le saxophone, parce qu'elle est saxophoniste, elle est professionnelle, etc. Et en fait, ça avait complètement échappé, mais ça nous avait échappé du fait de la situation initiale de la notoriété, en fait, de la chaîne. Et ça, c'est de l'absence de contrat, non, surtout. De l'absence de contrat, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est pas des malentendus, ils apparaissent quand il n'y a pas de contrat. Hein. T'es dans une structure collective, il y a du pognon en jeu. Oui, mais en fait, à ce moment-là, si d'ailleurs, à ce moment-là, on avait mis en place un contrat, parce que justement, étant donné qu'il y avait un petit dédommagement, on avait alors, c'était un contrat, c'était un mail qui expliquait clairement en disant, est-ce que vous êtes d'accord sur tel et tel terme, quoi. Mais parce qu'après, si les termes financiers du contrat sont établis, mais les personnes savent quel temps elles peuvent y consacrer par rapport à l'argent, par rapport à la quantité de travail que semble correspondre cet argent. Justement, c'était un peu la leçon qu'on a tirée de ça, c'est qu'en fait, en réalité, pour moi, la conviction que j'en ai tirée, c'est pas du tout. C'est exactement ce que le Louvre aussi nous a dit. Hein. Vous avez un contrat, vous savez très bien combien vous allez payer, et en fait, évidemment que face à une structure qui en fait apporte une notoriété ou qui a un poids qui est important, de toute façon, on va fournir un travail qui va être démesuré et qui va être supérieur en tout cas à ce qui est attendu. Et les structures en jouent. Nous-mêmes, on s'est rendu compte a posteriori qu'en fait, on jouait en fait de ça et qu'il fallait absolument revenir dessus. Cette double expérience et qui est liée à la question de la notoriété qui est produite par aussi les réseaux quand même. J'avais une petite question. Est-ce que, dans le cadre de vos travaux avec le MOC, vous avez été en relation avec d'autres chaînes YouTube de vulgarisation littéraire? Est-ce que vous avez participé à des rencontres, à des festivals? Ouais, alors dans le cadre des salons du livre, on a été pas mal... on a fait pas mal, justement, on parlait tout à l'heure des conférences. Dans le cadre de tout un tas de salons du livre, en fait, un peu partout en France, on a rencontré des vulgarisateurs littéraires. Notamment, en fait, il y a l'un des plus importants en termes de notoriété. Un autre, c'est Kevin Pellado de la chaîne L'Homme littéraire. Oui, mais sur la question de la vulgarisation spécifique, comment dire,
il me semble, à ma connaissance, il n'y a aucune autre chaîne de vulgarisation spécifiquement qui est partie, qui a proposé des formats derrière poétiques, on va dire, de mise en scène poétique, puisque ouais. Mais voilà, je sais pas. Oui, je sais plus comment rebondir. J'avais une idée. Sinon, en fait, je voulais peut-être un truc. Moi, je pensais juste aux aventures littéraires pour le truc collectif. Je crois que c'était ça la question. Rapidement, je vais pas. Donc, par rapport à la question de comment le collectif permet de. Comment je me suis inscrit dans un collectif, je vois deux réponses. La première, c'est sur le forum. J'ai essayé, j'ai réfléchi à essayer de le faire en dehors du forum, et ça pose des problèmes structurels. Enfin, bref, de construire. On l'avait fait ensemble au début, des aventures littéraires qui consistent en gros à poser un cadre. Je vais donner un exemple concret parce que sinon c'est compliqué. Là, la dernière aventure s'appelait l'immeuble. Donc j'ai posé une sorte de cadre de règles du jeu. C'est pas exactement comme du RP classique, parce que l'idée là, c'est d'inviter à la création de textes qui pourraient potentiellement être lus indépendamment de la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, on pose un cadre. Par exemple, là, c'était un immeuble dans une ville sud-américaine fictive en proie à une inondation à cause de la rupture d'un barrage. Okay, et à partir de ça, on se met à écrire ensemble, chacun habitant un appartement de l'immeuble en question, et les relations, et jouant un personnage qu'il a décidé lui-même, et écrivant ou bien le journal fictif de ce personnage, ou bien les interactions fictives de ce personnage, enfin bref. Donc ça, c'est pour moi, de l'expérience du forum et de l'écriture collective, ça fait partie des choses qui m'ont le plus nourri, qui ont été le plus intéressantes pour une raison qui est naïve, mais qui est, je crois, pas mal. C'est que je sais que certaines personnes ont repris l'écriture ou se sont mis à écrire à cause de ça, c'est-à-dire par ce biais. Et pas seulement du roleplay, justement, c'est-à-dire des poèmes, des textes de prose, etc. Le deuxième, donc il y a ce truc-là. Et la deuxième chose qui est un peu à contre-courant, c'est que moi, par exemple, dans ma pratique personnelle de l'écriture, le fait d'écrire dans un collectif, et notamment un collectif qui commençait à me connaître bien, puisque j'écrivais beaucoup de poèmes depuis longtemps, m'a poussé à développer les hétéronymes, c'est-à-dire à inventer des doubles comptes qui étaient des personnages aussi, qui avaient une biographie propre, pour essayer d'une part de me cacher vis-à-vis de cette communauté qui me connaissait trop bien et dont je pouvais parfois douter de l'authenticité de la lecture, parce qu'ils devenaient gentils avec moi, et aussi parce que l'intérêt d'écrire dans un collectif qui me connaissait, c'était que justement je savais que mon hétéronyme était efficace. Alors Marianne dirait qu'elle me reconnaissait à chaque fois, ce qui me déprime, mais c'était que je me disais, si les gens ne me reconnaissent pas, c'est-à-dire s'ils ne reconnaissent pas mon esthétique, ou en tout cas je peux entretenir un trouble, c'est que j'ai gagné quelque chose. Donc c'est deux manières pour moi de m'inscrire dans un collectif d'écriture. Mais voilà, je sais pas si tu... Moi, pour le coup, j'ai une pratique IRL de collectif de poésie, que ce soit à Montréal, où vraiment on écrivait à plusieurs. C'était notre grande question, comment écrire à plusieurs. Ça pouvait être des collages ou autre. Et à Toulouse, Rose Virgule, où c'est plus événementiel, on va faire des projections, des lectures, etc. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de collectif informel peut-être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Moi, j'ai pu découvrir le travail de plein de poètes, poétesses, vidéo poètes, poétesses, et discuter avec avant de les rencontrer plus tard sur des festivals. Et aussi, il y avait eu ces fameuses rencontres à Évry de Littératube qui, moi, m'a fait rencontrer d'un coup, surtout en plus, enfin voilà, n'étant pas à Paris ou quoi, m'a fait rencontrer d'un coup plein de personnes qui font de la vidéo poème. Et j'ai l'impression que il y a un truc très fort de communauté, de sensibilité, c'est sûr, et d'être dans ce truc de niche, ou en tout cas où on nous renvoie beaucoup que c'est un truc de niche, et du coup on est assez... on se serre les coudes, quoi. Et donc là, dans ce que tu dis, le web vient outiller ces relations parce qu'elle permet à des gens qui sont éloignés géographiquement de se retrouver, malgré la petitesse du contingent de vidéopoètes
youtubesque. Oui, carrément. Voilà, de discuter avec des personnes qui sont à Paris. Après, tu les rencontres pour de vrai au festival de Sète. Je te reconnais. Oui, une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est la question de la notoriété, parce que, alors ici, on a tous des chaînes YouTube, et il y a des échelles de grandeur qui sont quand même très différentes les unes des autres, parce que le MOX, c'est une grosse chaîne. Je sais plus combien d'abonnés vous avez à peu près, mais... 88 000, mais c'est parce que mais en fait, le fait est que la chaîne, elle a... Alors, c'est pas une grosse chaîne du tout par rapport à YouTube. On doit être, je pense, dans le... je sais plus, mais enfin, en tout cas, par rapport à YouTube, c'est une chaîne qui est plutôt de taille moyenne, on va dire. Ceci étant dit, par rapport à la question littéraire, c'est une chaîne qui est très importante. Ceci étant dit, alors je tiens à dire, la chaîne, on ne publie plus depuis quelques années maintenant, en fait, parce qu'on a basculé sur le format avec Arte. Et donc voilà, donc c'est une chaîne qui, en fait, en un sens, là, est un peu une parenthèse qui a été un peu fermée, quoi. Mais donc oui, c'est une chaîne qui est importante en taille, et ça, ce qui implique aussi, ce qui a très rapidement guidé aussi nos choix lorsqu'il s'est agi de parler de poésie. C'est ce qui a fait qu'on a dû sérieusement réfléchir quand on a voulu mettre en scène de la poésie, mettre en image et en musique de la poésie. Ce qui a fait qu'on a dû réfléchir à comment est-ce qu'on maintenait d'un côté, comment est-ce qu'on amenait des gens pour voir cette poésie, et de l'autre côté, comment est-ce que finalement, nous aussi, on essayait de proposer un peu autre chose que uniquement du patrimoine super, super connu. Et donc, essayer d'être sur une espèce d'entre-deux et de trouver un consensus qui faisait que c'est pas des vidéos, on va dire, qui vont être vues par moins de 1000 personnes. Donc, et de l'autre côté, c'est des vidéos qui vont quand même amener un certain type de poésie à un public qui ne la connaît pas forcément. Typiquement, Anna Akhmatova, par exemple, on a un poème de... alors, c'est bien plus connu, Marceline Desbordes-Valmore, mais en même temps, qui a d'ailleurs notamment été mis en voix et en musique par Madeleine Brossier, ici présente. Et par exemple, voilà, typiquement, le choix de Marceline Desbordes-Valmore, je pense que c'est exactement le genre de choix qu'on a fait sur la chaîne. Ça montre bien, on va dire, notre optique, qui était d'essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui, dans la poésie qui n'est pas extrêmement connue du grand public, peut à coup sûr toucher en fait un public extrêmement vaste par les thématiques abordées, par la forme poétique abordée, et par la mise en image et en musique qu'on peut en faire. Et le fait que très rapidement la question de l'image et de la musique se soit imposée montre aussi finalement les compromis qu'on a dû faire, puisque finalement c'est aussi un aveu d'échec vis-à-vis de la possibilité d'une parole qui soit uniquement en parole, quoi. Le fait qu'on doive mettre de la musique et en plus de l'image, et en plus de l'image animée, donc elle va en plus avoir quelque chose qui soit tout bien plus rapidement en fait plaisant pour le regard que l'image filmée qui finalement va bien plus renvoyer à quelque chose en effet, comme tu disais tout à l'heure, de plus niche en fait, je pense, pour le public. Donc c'est ce qui fait aussi que ce compromis, c'est ce qui fait qu'on est allé voir du côté de Desbordes-Valmore, du côté de Borésian, du côté d'Apollinaire. C'est en fait qu'à chaque fois, on a essayé de trouver quelque chose, une écriture extrêmement forte en termes d'image et en termes de musicalité, et en même temps des auteurs ou des textes chez les auteurs qui soient pas forcément les plus connus et Ça, c'est intéressant parce que vous avez du coup utilisé votre notoriété pour faire passer des contenus qui n'auraient peut-être pas touché les publics que vous avez touchés. Il me semble que c'est une réflexion que toi aussi tu mènes parfois, peut-être toi aussi, Miel, je sais pas. Utiliser YouTube pour toucher d'autres publics. En fait, alors moi je peux parler au sens d'antithèse. Je faisais une antithèse générationnelle, je peux faire une antithèse de niche, c'est-à-dire que moi j'ai une chaîne qui a quasiment aucune audience, ce qui est extraordinairement confortable en fait. Moi ce que je trouve extrêmement confortable parce qu'on n'a aucune espèce de ligne éditoriale à suivre ou de contrainte à suivre. Deux choses par rapport à cette question du collectif. Le collectif
bon, j'ai appartenu à quelques collectifs, etc. Mais bon, je ne pourrais pas en parler aussi bien que d'autres ici et que d'autres qui l'ont déjà fait à l'instant. En revanche, moi, je vois, si je prends par exemple les traductions improvisées, qui est quelque chose que j'ai arrêté de faire, mais qui a été vraiment, on va dire, la catégorie, la rubrique principale de ma chaîne pendant 2-3 ans. Typiquement, les traductions improvisées, quand je le faisais pour m'amuser moi, pour me mettre en danger moi, mais aussi parce qu'il y avait une audience restreinte de 7, 8, parfois 12 personnes qui réagissaient, qui faisaient tel ou tel commentaire. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'avais presque autant de commentaires que de vues, ce qui arrive jamais. Enfin, sur YouTube, j'avais, je sais pas, au bout de 4 jours, j'avais 35 vues. 6 ans après, il y a toujours que 35 vues d'ailleurs. Et j'avais 12 commentaires. Et à un moment donné, évidemment, très vite, je commençais aussi à faire les traductions improvisées, le choix des textes, le choix des problèmes, des dangers que je me posais à moi-même en fonction de ce qui intéressait ou de ce qui allait piquer les personnes qui regardaient régulièrement, pas systématiquement, mais régulièrement. Donc ça jouait aussi par rapport à ça dans la création même. C'est en ça que moi je considère que c'est vraiment une forme de création que j'ai tenté dans cette forme-là. Après, moi, le collectif, je le vois plus dans un mode presque d'édition ou de comité éditorial à l'ancienne, presque. On a eu une expérience, j'allais dire récente, non, parce que la publication en livre est récente, mais la production des textes est assez ancienne, d'une amie Facebook commune d'ailleurs, qui a écrit des sonnets, qui s'appelle Françoise Guichard. Je ne voulais ne pas parler d'elle aujourd'hui, qui a publié un livre qui s'appelle L'éphéméride des sciences. Éphéméride s'écrit avec femme au milieu à la place qui est quelqu'un qui avait écrit, parce qu'elle est elle-même scientifique, retraitée désormais, membre de l'Oulipo, je crois, et elle avait écrit un certain nombre de sonnets, qui étaient à chaque fois des sonnets biographiques de femmes de science oubliées pour revisibiliser les femmes de science. Et on a été plusieurs à lui dire, mais enfin, quand même, il faut faire quelque chose avec ça, hein, n'est-ce pas ? Et en fait, elle nous a écoutés. On n'était pas si nombreux que ça. Hein, on était peut-être 5 ou 6, hein, je crois, à lui dire qu'il fallait. Et en fait, elle a fini par mordre à l'idée et faire un livre avec ça. Et qui est ce livre-là. En plus, c'est quelqu'un qui fait des collages, qui est vraiment une excellente artiste aussi. Donc, elle a fait un livre dans lequel il y a des collages, qui s'est sorti là ce mois-ci, et moi je trouve très important, enfin j'ai moi une pratique du collectif sur le web de la poésie, c'est celle-là, et si j'ai une fierté, c'est d'être celui qui va mettre des commentaires, qui va être un lecteur régulier, attentif, et même, moi, je suis un versificateur pathologique. Ça veut dire que dès qu'il y avait un vers un peu faux, un truc, un machin, où je lui disais, tu t'inscris quand même dans une tradition de versification traditionnelle, donc là, ça va pas le faire. Hein. Parce que moi, ça me gêne pas de faire des alexandrins 7-5, parce que je sais que je triche, ou que je sais que je veux choquer mon lecteur. Mais elle, quand elle le faisait, ça pouvait être une petite erreur de décompte. Donc moi voilà, c'est pour ça que je parle d'éditeur, en fait aussi. Hein. Et si j'ai une fierté, c'est ça, c'est-à-dire qu'on puisse être une petite communauté qui fait advenir ce genre de livres et qui les fait sortir pour un public qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas sur le web. Et une des raisons pour lesquelles moi j'ai pas envie de publier un livre, c'est parce qu'il n'y a pas de public pour ce que j'écris en dehors des gens qui me lisent déjà sur le web, en fait. Je pense, et ce que tu disais sur le fait que tout à l'heure, Miel, que tu écris, que les livres que tu publies, c'est pas les textes, c'est pas les vidéopoèmes, c'est pas les vidéopoèmes transcrits en quelque sorte. Ça m'a aussi parlé par rapport à ça, c'est-à-dire que finalement, je dis pas que ça n'aurait aucun intérêt en soi, mais en tout cas, ça a un intérêt de faire advenir des textes pour des gens qui n'y ont pas déjà eu accès et de les archiver pour une postérité certainement plus durable. Le livre est certainement plus durable que les réseaux sociaux. Et en ce sens-là, oui, pour moi, il y a une communauté dirigée vers le lectorat, dirigée vers la postérité aussi. Ça, donc c'est pour ça que je dis éditorial, en fait. Mais... Là, je pense qu'on retrouve des dynamiques qui sont à l'œuvre aussi sur les forums et que j'avais comparé dans un mémoire donc il y a longtemps à celle des Cénacles, c'est-à-dire que les communautés en ligne, ce sont des communautés d'écrivains, de pairs, qui se lisent et qui mettent les œuvres au banc d'essai avant éventuellement de les faire exister à l'extérieur pour un autre public. Je ne sais pas si
je suis dans une position intermédiaire parce que ma chaîne YouTube buzz très fort depuis 4 ans. Je suis presque à 100 abonnés, donc voilà, vous êtes devant une star en devenir, ni plus ni moins. Non, en fait, c'est aussi le côté. C'est marrant, t'en parlais tout à l'heure. Du coup, ça serait intéressant que tu en parles maintenant, mais le côté niche, évidemment, est à la fois frustrant. C'est moi qui fais des bêtises. Non, je mais c'est bien. voulais montrer. Ça dramatise un peu mon propos. Non, mais je voulais montrer ton nom. Je voulais montrer ton nombre d'abonnés pour montrer. 98, allez-y, hein, voilà. Je vise la monétisation, donc. Non, en fait, le côté niche est ultra cool parce que je m'en moque un peu entre guillemets de mettre des trucs expérimentaux, des trucs qui veulent rien dire. J'ai mis des trucs de l'immeuble, justement de l'aventure littéraire sur ma chaîne YouTube. Je veux dire, si j'avais une audience plus forte, je l'aurais pas fait parce que pour quelqu'un d'extérieur, il y a des trucs qui fonctionnent un peu tout seul, mais c'est un peu bizarre. Enfin, donc il y a ce côté qui est chouette, c'est-à-dire le côté niche. Après, de mon côté, ça serait mentir de dire que je voudrais rester niche. Enfin, j'aimerais bien, en fait, que les gens... J'aimerais bien que tout le monde me reconnaisse dans la rue. Non, j'aimerais bien que... disons que ça serait mentir de mon côté. Je sais qu'il y a des vraies démarches comme ça. Ça pourrait me plaire que des vidéos que je travaille puissent être vues par plus de monde. Je ne dis pas... et donc, il y a une ambivalence là-dessus. Je pense qu'il faut que je te laisse la parole parce que tu diras des choses plus intéressantes que moi. Mais il y a une tension dans les effets de niche comme ça. C'est-à-dire, on est à l'aise parce qu'on peut expérimenter dans une communauté de pairs qui nous connaît, donc qui comprend l'esthétique à partir de laquelle on travaille. Donc, en même temps, ils vont avoir un regard critique, mais en même temps, on sait qu'il y a une sorte d'horizon d'attente compris par tout le monde. Et en même temps, il peut y avoir aussi le désir. Moi, je sais par exemple que j'ai fait parfois des travaux sur montage qui étaient vraiment longs, vraiment fastidieux, exigeants, difficiles en quelque sorte. Et donc, on a envie évidemment que ça soit vu. Enfin, ça serait, je ne ferais pas une chaîne YouTube si je voulais pas que ça soit vu. Donc, mais en même temps, c'est pas dépendant parce que j'ai 98 abonnés. Si j'avais voulu vraiment devenir célèbre, j'aurais arrêté au bout de la 3e vidéo. Donc il y a cette tension-là, et je pense que ça peut être trop intéressant. Voilà, donc je suis curieux de savoir ce que tu en dis. Oui. Déjà sur la visibilité, je sais que beaucoup de gens me disent que ils lisent pas forcément de poésie, mais ils regardent mes vidéos poèmes, et moi, ça me touche énormément de voir que ça peut être un chemin d'accès. Et tout à l'heure, je parlais de la vie matérielle des vidéos aussi, donc que ce soit en exposition, en projection. Je crois que si on pouvait projeter des vidéos dans la rue, comme on fait des tags de poésie dans la rue, ce serait super. Et ce que tu veux que je dise, c'est qu'effectivement, comme tu disais, c'est confortable finalement d'avoir 10 personnes qui regardent. Il y a une liberté qui est énorme. Là où moi, j'ai un peu freiné les vidéos, justement parce que c'est un peu effrayant de savoir qu'elles vont être regardées. Et quelque chose qui est peut-être aussi très propre à la génération Internet, c'est l'anonymat. Moi, je sais que j'ai déjà eu des projets anonymes sur Instagram de poésie, parce que je voulais être complètement libre et je voulais aussi savoir ce que ça faisait, un projet complètement détaché de ma personne, de mon image. Et toi, tu parlais des pseudonymes tout à l'heure. Il y a quelque chose de très ludique et une liberté qu'on retrouve avec l'anonymat. Je vois qu'il est déjà 17h34, donc en fait c'est peut-être le moment d'ouvrir le débat à la salle. Le débat, la discussion. Est-ce que déjà il y a des choses que vous voulez ajouter avant qu'on fasse intervenir le public? Parce que c'est vrai que j'avais fait un fil rouge
on n'a pas vraiment suivi le fil rouge, c'est pas grave. Je voulais juste vous remercier et re-remercier les organisateurs, organisatrices, je ne l'ai pas fait, et dire que si je me sauve dans 10 minutes, c'est pas par grossièreté ou par ennui, c'est parce que j'ai le dernier train vraiment possible pour ma destination à 18h30 à la Pardieu et que j'ai pas envie de le rater parce que j'ai cours demain matin à 8h. Voilà, c'est les contingences, voilà, pour expliquer pourquoi je vais m'esquiver pas discrètement. Mais... Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur sur la liberté, enfin, parce que vous disiez en fait sur la liberté que ça apportait d'avoir aussi un public restreint. Je trouve qu'en effet la difficulté à partir du moment où où il y a beaucoup de monde, notamment dans les commentaires, c'est évidemment que il va y avoir des effets, comment dire, de confirmation d'un certain rapport à la poésie. Nous, on était sur de la poésie vraiment, on va dire, voilà, j'ai dit plusieurs fois, patrimoniale ou classique, etc. Et donc, on va avoir une confirmation de ce rapport à la poésie, qui est un rapport, on va dire, naïf, mais de primo-accédant à la poésie. Enfin voilà, un certain rapport de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire de la poésie, en fait, tout simplement. Et finalement, qui vient confirmer l'approche que nous, on leur propose. Et donc, ça qui est assez compliqué, finalement, c'est que, de notre côté, on n'a, en un sens, aucune raison de trop sortir de cette approche, puisque finalement, à chaque fois qu'on sort une vidéo où le rapport aux images, le rapport à la musique et un certain rapport au rythme du texte est particulièrement valorisé, en fait, résultat, les commentaires en grand nombre vont dire mais c'est formidable, c'est vraiment la meilleure vidéo de poésie de YouTube, enfin, un truc complètement... mais parce que c'est voilà Ouais, mais ça c'est les niveaux d'attente, c'est vrai pour tout objet. Enfin, justement, je vais prendre le cas de... Parce que là, on parle de quelque chose de très identifié, c'est déjà les gens viennent vers ça parce que c'est de la poésie, ou parce qu'en tout cas, c'est du web littéraire. C'est l'image qui est de la poésie. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la chaîne, elle est thématique, elle est monothématique. Je compare avec, on parlait tout à l'heure de Facebook, pourquoi Facebook est particulier, parce que Facebook en fait tu es sur une communauté où c'est parfois il y a ta famille, moi pas trop, mais enfin parfois il y a des amis, il y a des collègues, puis il y a des gens que tu rencontres que par Facebook et qui sont ceux avec qui en fait tu as le plus d'échanges quand même, réels souvent, enfin moi c'est mon expérience, et en fait on a tous cette expérience là, tu fais un mème rigolo sur ta vie professionnelle, tu as 35 likes, tu fais un partage d'une tribune politique, etc., tu as 8 likes, et tu publies un poème, tu as un like. Bon voilà, donc c'est parce que ça va du plus accessible. Et moi, le premier, je suis coupable de plus liker des mèmes rigolos que des trucs super complexes et théoriques ou philosophiques ou poétiques chez mes meilleurs amis. Donc ça joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas... Enfin, moi, j'ai toujours considéré que je continuais à écrire des trucs qui n'étaient pas likés. C'est pas... Et je pense qu'il faut aussi se rappeler que ces logiques-là, elles sont redoublées par les algorithmes qui vont peut-être plus propulser le même que le poème. Parce qu'à partir du moment où le même a été liké 6 fois en 1 heure, il va être beaucoup plus vu par les gens qui auraient liké le poème aussi, ça c'est sûr. C'est pour ça que je continue à publier des trucs qui ne sont pas likés. Dans l'hypothèse invraisemblable qu'un jour les algorithmes les visualisent. Non, mais je trouve ça frappant en tout cas qu'il y a une poésie qui soit plus instagrammable qu'une autre. Qu'il y a un certain type d'écriture, un certain type de présentation de la poésie. Si, je prends l'exemple, si notre vidéo d'Apollinaire, notre vidéo de la chanson du mal-aimé a fait 400 000 vues, c'est, je pense, du fait du texte aussi, du choix du texte, par rapport à un texte de Virginia Woolf qui est beaucoup plus... alors qu'il est, comment dire, à mon sens, tout aussi bien mis en musique, mis en dessin animé, etc. Mais en revanche, il y a un certain rapport au texte, alors que pourtant, il n'est pas forcément... Le texte de Virginia Woolf est beaucoup plus narratif, et pourtant, le réseau, le dispositif produit aussi la poéticité. Et le fait que les gens se disent « Ah oui, c'est ça la poésie », ou que les gens qui ont été amenés là se disent c'est ça la poésie. Poésie lyrique. D'abord, Yata. C'est hyper triste, on a vu le deuil dans ses yeux. Désolée.
Non, merci beaucoup. J'avais juste une question toute bête sur sur le fait qu'il y ait ou non, en fait, est-ce qu'il y a des études sur le déplacement, peut-être que c'est ce que tu fais, Marie-Annelise, je sais pas, des forums, non pas vers les réseaux sociaux type Instagram, Twitter dont on a parlé, mais vers des trucs plus intra-communautaires. Justement, là, vous avez parlé de Discord, enfin, ça a été mentionné, qui ressemblent peut-être, qui sont très différents des forums, mais qui ressemblent davantage. Et je pense, est-ce qu'il y a, je rajoute une toute petite question, et est-ce qu'il y a des équivalents de RP, non, sur Discord, oui. Oh, ouais. Des équivalents de De RP, ouais. Alors, j'ai découvert ça il y a quelques années. Il y a du roleplay textuel sur Discord, mais du coup qui est hybride, beaucoup plus que sur les forums, c'est-à-dire avec comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, avec des phases synchrones, des phases synchrones et vocales et des phases asynchrones et écrites. Donc là, on a une hybridation entre les deux modalités principales du jeu de rôle via Discord. Et sinon, non, il n'y a pas d'étude de la transition des forums vers d'autres types de plateformes. J'ai un tout petit peu écrit dans ma thèse sur la transition des forums vers les plateformes d'écriture propriétaire type Wattpad, en essayant d'inscrire ça en fait dans un mouvement plus général à l'échelle du web. J'ai pas les mots là tout de suite en tête, mais on va de plus en plus vers des formats oligopolistiques et propriétaires. Et de moins en moins ouverts. Et ça, ce qui se passe pour les forums, ce qui s'est passé pour les blogs vers les réseaux sociaux, ça concerne l'ensemble du web. Je veux bien là-dessus. Je vais donner un cas concret ça va peut-être sur le forum sur lequel je suis. Il y a eu cette question-là du rôle du jeu de Discord qui est apparu comme une sorte de forum dans le forum, et en fait ça pose beaucoup de questions qui sont des questions de sociabilité, puisqu'en fait les gens qui avaient accès à ce Discord, qui était quand même assez nourris, ne pouvaient y avoir accès que quand même sous invitation de certains membres, et donc ça pouvait créer comme un territoire à part qui en même temps était... Enfin, il y a des logiques de sociabilité qui étaient problématiques par rapport à qui peuvent en tout cas apparaître comme problématiques par rapport à la vie interne du forum et au fait que ça fonctionne. Et je pense qu'à terme, il y aurait des choses à... Enfin là-dessus, en sociologie, je pense que ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à la manière dont... Parce qu'un forum fonctionne malgré tout sur le fait que les gens qui écrivent sur ce forum, l'impression en tout cas que j'ai, c'est que pour que le forum fonctionne, il faut que les gens qui écrivent sur ce forum développent aussi des sociabilités assez conséquentes à l'intérieur de ce forum. C'est-à-dire, si toutes les sociabilités sont extérieures au forum, ça crée à l'intérieur du forum, de l'espace d'écriture, des scissions internes qui vont créer des sous-groupes. Enfin, bon, c'est des logiques compliquées et que je ne suis pas du tout spécialiste. Enfin, je le fais, c'est très empirique ce que je raconte. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de voir comment parfois ces scissions, je pense que c'était très net dans le cas auquel je pense, étaient aussi des scissions esthétiques. Il n'y a pas simplement des scissions liées aux sociabilités, aux amitiés, etc., mais qu'elles étaient fondées, alors je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, sur des esthétiques, des rapports à la littérature, des points de vue sur la littérature, des points de vue sur ce qu'était l'écriture, etc. Et en fait, ça déstabilise des communautés. Et peut-être que ça, c'est une différence, je ne sais pas du tout pour l'Instapoésie et Twitter, etc. C'est que le forum fonctionne un peu quand même en circuit clos. Enfin, c'est son principe, il y a le principe de communauté. Et donc, ces logiques-là peuvent être très déstabilisantes, alors peut-être que sur les réseaux plus ouverts, de toute façon, j'imagine que ça ne pose pas exactement les mêmes problématiques, puisqu'en fait, la notion de communauté est peut-être plus... J'en sais rien d'ailleurs, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est plus poreuse, enfin, moins délimitée à partir d'un territoire. Voilà. Ça me donne envie de poser la question, est-ce qu'il y a de la poésie sur tous les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y a de la poésie sur Twitch, par exemple ? J'avais vu des performances poétiques sur Twitch qui avaient été pendant le confinement en fait organisées par la Maison de la Poésie de Nantes, il me semble. Et c'était en fait du stream de jeux vidéo avec une performance poétique en même temps. Il n'y a pas de Twitcher poète, enfin comme on dit Insta poète ou...
littérature. J'avais fait une partie de League of Legends une fois, commenter en poésie. J'aurais dû la faire sur Twitch. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui faisait des trucs incroyables avec des jeux. J'ai oublié le nom. Je sais pas si tu vois. Et ils prenaient des jeux vidéo et ils allaient. C'était un peu une discussion métaphysico-poétique sur un jeu vidéo en allant jusqu'aux limites. J'ai le souvenir d'une vidéo incroyable où c'était sur un jeu de voiture. Ils partaient en dehors de la piste jusqu'au néant distordu qui était aux limites de la piste jusqu'à tomber dans une sorte de néant. J'ai oublié le nom de cette vidéo incroyable et il y avait une discussion métaphysique, poétique entre deux personnes par-dessus le truc. Je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser, parce que moi je pense Twitch, je pense jeux vidéo d'abord, parce que c'est comme ça que donc je sais pas si ça a été fait sur Twitch, mais ça serait trop bien. Ce matin, on a évoqué les questions amateurs, professionnels. Là, on les frise, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de Patreon, des communautés monétisées, on pourrait dire, et des nouvelles façons de vivre de l'écriture ou des tentatives de vivre de l'écriture via justement l'interface Patreon? Mais c'est pas grave si vous pensez rien. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà passé par Patreon? Moi, j'ai lancé un Tipeee parce que je n'ai toujours pas de caméra. Donnez-moi des bourses. Et j'ai lancé un Tipeee pour ma dernière vidéo, mais qui fonctionne pas de façon mensuelle, ce qui serait insensé parce que j'ai pas envie de produire de façon mensuelle, mais qui est un one shot. Donc on peut déposer de l'argent qui sera pris une seule fois. Et pour le moment, 2 personnes m'ont soutenu. Merci. C'est-à-dire après, c'est le relais. La question, c'est... Oui, et le truc, c'est que moi... Soit toutes les 5 minutes, on dit « Ouh, j'ai mon Tipeee ». J'ai pas du tout envie de communiquer là-dessus, par contre. Ouais. Ça rejoint tout à l'heure ce que vous disiez sur 100 abonnés. Voilà. Mais par exemple, on voit aussi les paradoxes. C'est par exemple, on a évoqué le nom tout à l'heure de Mylène Tournier. Mylène Tournier, elle va à la Maison de la Poésie, elle est vue 15 000 fois. Elle met des vidéos en ligne, elle est vue 70 fois. Elle a 1000 abonnés là cette semaine, donc il y a une espèce de dichotomie aussi selon le flux, même si c'est le même flux, par exemple à YouTube, puisque c'est le YouTube de la Maison de la Poésie, qui va avoir bien plus de résonance que la propre chaîne de l'artiste ou sa chaîne YouTube n'est pas... Le problème, c'est ça, c'est que c'est pas considéré encore suffisamment, je pense, comme une œuvre d'art en soi, comme un lieu artistique. C'est pas simplement la mise en ligne d'un travail, c'est le lieu du travail. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que ça soit de plus en plus clair et que dans tous les CV, ça soit mis et que ça soit rabâché et que, voilà, il n'y a pas de honte. Enfin, il y a une honte à ce que Miel Pagès n'ait pas une caméra et n'ait pas les moyens d'avoir une caméra. Non, mais c'est une honte, franchement, par rapport au boulot fourni, par rapport au potentiel de la personne, en dehors de... Bon, bref, voilà. Mais quand on voit, pareil, Anne Savelli qui monétise son journal hebdomadaire, c'est ça, c'est l'hebdomadaire, hein, et puis le mensuel derrière, c'est troublant, voilà. Donc comment ces nouvelles professionnalisations ou continuation de professionnalisation sont vraiment en recherche, là, je trouve, et c'est intéressant d'être là. C'est une belle époque. Parce que juste, ça signifie quand même, là, ce dont vous parlez, Patreon, on est sur non seulement d'initiatives privées, mais en plus du micro-mécénat. Donc, c'est-à-dire qu'on fait reposer le financement sur les spectateurs et spectatrices ou auditeurs-auditrices, ce qui est quand même à interroger aussi, parce qu'on pourrait imaginer, justement, que ce soit public. Déjà, c'est que c'est pas la même entreprise. Patreon, en l'occurrence, c'est une seule. Ah oui. Non, pardon. Mais non, mais vous demandez. Le mécénat envers ce qu'on aimerait être l'auteur. Quand tu achètes un livre à 10 €, 15 €, pendant 20, t'espérerais que l'auteur les récupère. Tu sais bien que non. Parce que tu vas rémunérer 10 métiers entre-temps, ce qui est aussi nécessaire. Mais pour moi, je ne vois pas Patreon comme micro-mécénat. Ça ne me gêne pas ce mot, voilà, pardon, je réagis vivement, mais plutôt comme une manière, effectivement, d'un échange et d'une circulation monétaire d'échange pour qu'un artiste puisse réaliser son œuvre. Mais c'est du mécénat, donc Je pense que ce à quoi on touche aussi ici avec ces questions, c'est que l'art qui se diffuse sur Internet est en très grande majorité diffusé de manière totalement gratuite.
Et que, effectivement, beaucoup, en tout cas de jeunes artistes, ne pensent même pas à ces questions-là de la rémunération, parce qu'ils sont rentrés dans l'adolescence, dans les créations, enfin, dans les écosystèmes web de création, et que ça vient pas tout de suite, en fait, l'idée qu'on peut être rémunéré d'une manière ou d'une autre. Enfin, je Et sais la pas. question de la monétisation au nombre de vues ne se pose pas parce qu'il n'y a pas assez de vues. Aussi. Pas long quand même. Si, parce que les gens donnent pas assez. C'est pour ça que c'est micro-mécénat. Parce qu'en fait, si en soi, si chaque personne donnait 20 euros, la question se poserait beaucoup moins pour 200 personnes. Alors que pour 200 spectateurs, spectatrices. Alors que là, justement, étant donné que le système lui-même valorise les dons autour de 1-2 euros, ce qu'on n'imaginerait pas de faire pour un ouvrage, où on est plus. Enfin voilà, on sait pas le prix qu'on met. On met pas le même prix quand on a regardé une vidéo et quand on a lu un livre. Alors que sur certaines vidéos ou certains livres, certains petits recueils de poèmes, ça peut être vraiment aussi une demi-heure, quoi. Donc il y a aussi le rapport, j'ai l'impression, quand même au public qui est pas le même dans l'argent qu'il va mettre dedans. Moi, j'avais juste une petite remarque ou deux. C'est vraiment une réaction à des choses qui ont été évoquées sur la question des commentaires qui sont faits autour d'un texte, le péritexte ou le paratexte. Il y a des expériences qui, justement, retranscrivent, gardent les commentaires pour des versions publiées. Enfin, bon, je parle de ce que je connais. À l'Outranspo, on a fait ça. On a un collectif, l'ouvroir de Translation Potential, où on faisait des piratous, donc des séances de traduction collective homophonique en ligne. Voilà, de part, c'était des traduits par tous. Et c'était sur PiratePad, donc ça s'appelait des Pirates-tous. Et bref, il y avait le chat en même temps que les séances de traduction homophonique collective. Et en fait, quand on a gardé, on a archivé ça, et même une fois pour une publication, on a gardé le chat et on publiait le texte et le chat. Et ça me fait penser aussi, donc aussi une membre de l'Outranspo, Lily Robert Follet, qui est poétesse et aussi maîtresse de conférences, et qui a fait un livre qui s'appelle Experimental Translation, et dans lequel elle a publié, en fait, elle a fait faire des traductions à des gens collectivement. Elle a enregistré les discussions qui avaient lieu pendant ces traductions créatives. Elle a passé ces discussions dans un transcripteur automatique ou dans un traducteur automatique, et elle a intégré, en fait, l'œuvre était faite des discussions sur la traduction. Voilà, donc il y a aussi des expériences qui tiennent compte, en fait, de ces discours autour de l'œuvre, et je trouve ça super intéressant. Et aussi toujours sur les questions, en fait, de conscience du dispositif, de niveau de conscience du dispositif qu'ont les poètes, les écrivains. On parlait tout à l'heure des stratégies de contournement de l'algorithme. Moi, j'ai été très frappée par des discussions avec Rim Battal, qui est une poétesse très active sur Instagram, et qui met très consciemment son visage en premier dans les stories, et elle le dit, hein, ça c'est pour l'algo, voilà, hop, et après elle balance des contenus qui auraient pas beaucoup de succès auprès de l'algorithme, mais comme elle a une très grande conscience du fonctionnement de l'algorithme, eh bien elle joue avec, et elle met son corps, son visage en avance avec un sourire dans plutôt une voilà, jolie, quoi, attractif, machin, donc l'algorithme adore, et après voilà, donc ça c'est intéressant aussi, parce que je crois qu'on est justement, c'est plus une communauté débutante ou naïve, c'est des gens aussi beaucoup qui ont une très bonne connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux et qui jouent avec ça. Et voilà, c'était juste deux petites remarques. Oui, bien sûr, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça se fait aussi dans l'environnement numérique, en fait. Ben voilà. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire autrement aussi. Ah bah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Si j'ai 100 abonnés, je les aurai parce que je ne vais pas ceux-là par contre. Je ne jouerai pas le jeu d'algorithme. Juste, essayez juste de parler dans le micro, parce que sinon vous n'êtes pas enregistré et ça va faire des blancs. Enfin, ce serait dommage. Oui, voilà. Enfin, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est des choses qui sont parfois vraiment des positions qui sont prises par les créateurs, de vouloir refuser l'algorithme, de vouloir refuser son fonctionnement, que ce soit comme une posture anticapitaliste assumée ou simplement parce que c'est pas ce qui se recherche sur les réseaux.
Alors, je veux dire un truc, je ne sais pas si c'est très pertinent. Je dis, c'est mon expérience, mais peut-être que c'est pas du tout l'expérience des autres personnes. Je sais que moi, l'écriture en ligne, le fait de publier des vidéos, le fait d'être... En fait, ce qui fait que je me suis pas vraiment... un peu une blague quand même, je me suis pas vraiment lancé dans les logiques de visibilité, enfin, chercher... C'est qu'en fait, l'un des trucs qui m'a fait écrire en ligne, c'est que c'était une manière de jouer. Enfin, il y a cette dimension ludique très importante dans l'écriture en ligne. Le fait de jouer ensemble, d'écrire ensemble, les hétéronymes sous lesquels j'écrivais, c'est un jeu de masques. Et moi, je crois beaucoup que cette dimension du jeu fait que, par exemple, pour ma chaîne, en fait, il y a aussi quelque chose de cet aspect-là qui fait que je ne rentre pas dans des logiques. Je n'essaie pas vraiment de rentrer dans des logiques d'efficacité, on va dire, sur YouTube. Là, je ne sais pas si c'est très pertinent. C'est dans quelle mesure le fait que en ligne l'écriture soit aussi un atelier en cours, qu'en fait il y ait toujours ce chevauchement étrange d'une publication achevée, donc de ce qu'on appellerait, tout à l'heure on a entendu le mot une œuvre. En fait, moi je ne décrirais pas ma chaîne YouTube comme une œuvre. Parce que l'œuvre, c'est clos, c'est une clôture de l'œuvre. C'est précisément un work in progress, c'est-à-dire quelque chose d'un peu bordélique. J'essaye parfois de l'achever, mais il y a quelque chose du jeu. Et c'est la différence avec, je le vois, avec le fait de rentrer dans une publication papier, c'est que le papier solidifie, sédimente, fige malgré tout. Moi, je voudrais un papier dans lequel je peux toujours écrire à la marge, d'accord ? Et du coup, je pense que l'un des trucs qui, moi, crée toujours une tension intérieure par rapport à ces questions de la rémunération, mais c'est très personnel, je sais très bien que c'est pas du tout un discours qu'il faut porter, mais ce qui fait que j'aurais du mal même à être rémunéré par rapport à mes vidéos YouTube ou aux poèmes que je posterai sur mes blogs, c'est qu'en fait, je joue. Et que c'est ça qui me plaît, enfin, c'est l'intérêt que j'ai d'être en ligne. Je veux bien être payé pour faire un bouquin ou être payé pour écrire un article parce qu'il y a une forme achevée et clôturée, et donc il y a un effort douloureux dans cette clôture, mais le fait d'être payé dans une vidéo, pour une vidéo YouTube, me ferait passer à un autre stade qui serait celui de faire des vidéos qui seraient des œuvres, et donc m'empêcherait à peut-être une forme de liberté et donc de jouissance du jeu. Donc ce truc du jeu, en tout cas pour moi dans mon rapport à l'écriture en ligne, elle est extrêmement importante et peut-être se distingue de ce que je pourrais imaginer d'une publication papier et d'une écriture qui viserait d'abord la publication papier. Après, je pense que d'un point de vue si je faisais une thèse sur ça, si je réfléchissais là-dessus, ce qui serait peut-être intéressant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment, à partir d'un rapport à l'écriture en ligne qui est ludique, qui est un rapport à du jeu littéraire, comment est-ce qu'on construit une esthétique qui n'est plus seulement du jeu, c'est-à-dire qui dépasse, qui s'investit autrement. Et ça, c'est très étrange. Là, ce qu'on fait avec Sénaclière, c'est ça. Au début, c'était un jeu, et puis c'est devenu autre chose qu'un jeu. Comment est-ce que le jeu devient sérieux ? Est-ce qu'il vraiment il devient sérieux ? Donc voilà, cette question du jeu, moi, j'y crois pas mal quand même sur la question de l'axe, le prisme à travers lequel on peut repenser ou interroger la littérature sur le web. Et d'ailleurs, il y a des travaux de chercheurs sur la dimension ludique des écritures web, notamment Fanny Barnabé, il me semble, a travaillé là-dessus. Okay. Tu voulais peut-être... Je me demandais si Internet, ça avait permis une plus grande communication entre les écritures, on va dire, populaires et puis les vôtres, plus expérimentales, plus imprégnées de philosophie et de tout ça. J'ai pas compris la question. Est-ce que ça a pu permettre qu'il y ait plus de relations entre des auteurs, des autrices qui ont une formation académique, qui connaissent la théorie littéraire, la philosophie, ou alors et des autodidactes qui auraient pu être, je sais pas, qu'on peut dire, poésie populaire ou écrite par des gens issus des classes populaires, une communication qui existe très peu, à mon avis. Est-ce que Internet a pu permettre de... Oui, moi j'espère que je fais de la poésie populaire. Et je repense à tout à l'heure sur les poètes ordinaires. Moi, mon grand-père écrivait de la poésie et il était paysan.
Et ma mère était femme de ménage et elle écrivait de la poésie. Et j'écris de la poésie et peut-être que je tombe à ce moment d'Internet où effectivement j'ai de la visibilité et ma poésie va toucher plus de personnes grâce à Internet, alors que eux étaient isolés à la campagne et ça tournait pas quoi. Je dirais que avec l'expérience des forums, je retrouverai un petit peu ça, même si c'est peut-être marginal. Ce qui est intéressant avec les forums, c'est qu'on a des gens qui écrivent depuis 10 ans, des gens qui ont écrit 3 poèmes et qui s'inscrivent pour les montrer pour la première fois, qui ont 16 ou 17 ans. Et ces gens-là cohabitent, se lisent et se commentent. Et il y a des espèces de discrets parrainages qui se mettent en place entre les gens plus âgés et plus jeunes. Alors ça, ce serait plus des histoires de fractures générationnelles. Mais du coup, ce sont des espaces de rencontre entre des écritures plus neuves et des écritures plus abouties. Mais avec cette limite que, en fait, les personnes qui se connectent sur des forums possèdent déjà ce qu'on appelle une littératie numérique supérieure à la moyenne. Donc, ce sont des gens qui ont du temps à consacrer à Internet, qui ont des savoir-faire liés à Internet un peu supérieurs à la moyenne aussi, etc. Donc, ça peut être aussi un petit peu excluant. J'avais réfléchi un peu à ce truc-là, notamment la vidéo poésie. C'est un truc que je me suis beaucoup interrogé sur pour qui je fais ça, quoi, en fait. Je sais que je suis assez autocritique là-dessus. Je crois que c'est mon point de vue là encore, mais moi je pense que ça serait hypocrite de croire que ce que je fais peut vraiment, parfois je pense que j'arrive pas vraiment à toucher un certain type de public qui aurait d'autres références, etc. J'ai essayé de le faire, j'essaye parfois de le faire. J'avais fait mon travail de mnémosine au début, c'était ça. Je me filme et en gros je fais un truc où il y a des images qui apparaissent et je fais un texte philosophico-poétique, mais en fait à l'écoute, je crois que ça marche pas. Moi je suis prof à la base. Je sais même pas à la base, je suis prof. Et du coup, la question de la transmission, on voit vite quand on est prof les endroits où en fait on se parle à soi-même. Et donc la question, c'est comment on peut dépasser, justement, faire une poésie populaire, quelque chose qui soit pas dans une sorte d'entre-soi référencé, même si ça pose pas forcément de problème en soi d'ailleurs. Hein. Et c'est complexe. Moi, je pense par exemple que sur le travail de vidéopoésie, il y a tout un travail je pense que toi, tu es un peu là-dedans quand même, de travail de montage avec des références qui peuvent être des références entrecroisées. Une réflexion aussi sur la manière de structurer des plans. Enfin, je pense qu'en termes d'esthétique, il y a des références communes qui peuvent faire que quelqu'un qui ne va pas d'abord écouter le texte, mais par exemple regarder l'image, va pouvoir être happé. Et puis, mais c'est complexe. Enfin, honnêtement, en fait, je ne sais pas pour qui j'écris. C'est compliqué quand on écrit, je trouve, d'avoir cette réflexion-là. Parce qu'elle est souvent un peu ambiguë en vérité, parce qu'on est aussi face à des représentations. Si je veux écrire pour le public qui ne me lit pas ou qui ne me regarde pas, en fait je le fantasme, ce public aussi, donc en fait je le touche pas du tout. C'est comme quand un prof fait une blague avec une référence de jeune pendant son cours, c'est très gênant parce qu'en fait il est toujours un petit peu à côté, pas forcément beaucoup mais un petit peu. C'est comme les vieux qui disent les Jones. Bon voilà, il y avait d'autres exemples plus subtils ou qui vont parler du dab aujourd'hui. Enfin voilà, ils sont un peu à côté, ils n'ont pas compris qu'en fait c'est plus ça l'entrecroisement. Et moi j'ai l'impression que c'est complexe en fait de pas tomber dans ce truc un peu gênant de dire j'ai fait un truc. Donc je sais pas trop comment faire, à vrai dire, là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres Je crois que c'est un mal en soi, mais c'est la communication aussi entre les gens qui écrivent. La communication entre les auteurs, autrices de différents milieux sociaux, quoi. Je peux rajouter juste un truc. Alors, c'est pas mon expérience, mais c'est quelqu'un que je connais bien, qui a fait beaucoup de scènes slam sur Paris, et où là, de ce qu'elle me décrit, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de mélange, c'est-à-dire quelque chose où vraiment des gens viennent de milieux parfois très populaires, où il y a des écritures, justement, ils n'ont pas un bac+8 en théorie littéraire, etc. Et
l'impression que j'ai, c'est que ça existe dans les scènes slam. C'est mon impression, mais c'est une impression très extérieure parce qu'en fait, je ne connais que par ouï dire. Et je ne sais pas si l'équivalent d'une scène slam existerait en ligne. Je pense à des trucs absurdes, mais est-ce que les RC, les battles de rap pourraient être considérés comme des entrecroisements comme ça, avec certaines écritures parfois un peu quand même techniques, mais bon, je sais pas, il y aurait des trucs à fouiller de ce côté-là. Là, j'aurais la question du coup à poser à Adrien Cassina. Est-ce que toi, tu as pu constater sur tes terrains Twitter des entrecroisements d'origine sociale des poètes et poétesses ? De fait, ce que je disais, voilà, moi j'ai sur mon terrain que j'ai abordé sans les connaître au démarrage, donc sans une grille en disant je vous classe. Voilà, j'ai eu des personnes d'origine qui m'expliquaient qu'ils avaient fait peu d'études, qu'ils avaient travaillé très jeunes, etc. Et puis d'autres qui étaient extrêmement armés et outillés par leur parcours académique. Alors après, alors ils font la même pratique avec les mêmes outils. Est-ce qu'ils se croisent? Parfois oui, parfois non. Enfin après les affinités se recréent aussi, mais l'outil est émancipateur à partir du moment où on s'en saisit. Après, c'est qu'un outil, il va pas faire créer une autre société parce que voilà. Et puis c'est pas non plus j'allais dire à aucun moment le sujet est venu sur la table. Alors peut-être en creux, plutôt en termes de reconnaissance, c'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas forcément une reconnaissance académique ou eu la chance selon elles d'avoir fait les études qu'elles souhaitaient faire, d'avoir le parcours qu'elles souhaitaient, mettaient en avant effectivement à un moment donné la référence au livre ou le fait d'être édité ou le fait de ceci, cela, comme une reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'était fort. Pour des personnes qui avaient un bagage plus académique, ils étaient tout aussi fiers de le mettre en avant, mais à leur manière, avec d'autres codes. Donc quelque part, c'est difficile de répondre. En tout cas, c'était pas mon approche. Donc voilà. Puis, quelque part, je la partagerais même pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que bien sûr que ça existe, mais quelqu'un qui vient de milieu populaire, c'est quoi la culture populaire? Outre, j'ai travaillé longtemps là-dessus avant de tout jeter. Qu'est-ce que c'est que la culture populaire? Je sais pas. Là, j'ai entendu, on a parlé de rap, on a parlé de slam, on a entendu Proust. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je suis bon. Désolé. Oui, juste pour revenir sur cette question encore du public, nous, c'est une question vraiment qui s'est posée finalement après 2 années de vidéo, étant donné qu'on était parti vraiment de cette dimension extrêmement verticale au début, vraiment on sort de prépa, on va vous expliquer la vie, donc vraiment on était petits en même temps. Et donc cette question de comment, en fait, finalement, la question de l'effet sur le public, c'est aussi une question de comment toucher un maximum. Comment toucher un maximum de monde, c'est aussi une question de comment toucher finalement un public populaire, dans le sens où finalement, à la fin, il y a beaucoup de monde. Et en gros, comment dire ça? Oui. La problématique qui s'est posée à nous, c'est justement lorsqu'on a commencé à mettre en scène ces poésies de patrimoine, classique, justement on était déjà, étant donné la thématique de la chaîne, à nouveau de toute façon dans une verticalité du fait même du répertoire qu'on mobilisait. Et on était d'autant plus frappés de voir que dans les commentaires, finalement, l'approche première de ce répertoire-là n'était pas du tout une approche savante, pas non plus forcément une approche, comment dire, c'était une approche, on va dire, bourgeoise, mais qui était intériorisée par un public populaire. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus frappant à voir, d'autant plus au fur et à mesure où, de notre côté, nous, on avait une réflexion, on va dire, dans un univers universitaire, qui justement était particulièrement critique de cette approche, finalement, scolaire du répertoire classique. Et donc finalement, ça a commencé à nous bousculer. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement que le public ne soit pas obligé de finalement venir plaquer une approche scolaire et donc verticale bourgeoise d'un répertoire classique,
Et finalement, une des solutions qu'on a trouvées, c'est déjà été, nous, de nous mettre en retrait. Donc, ce qui fait que sur les vidéos, c'est pas nos voix, sur les vidéos de poèmes, c'est pas nos voix. La musique, il y en a une seule qui a été faite par moi tout au début. Et sinon, la musique, c'est pas notre musique. Les dessins animés, c'est pas notre dessin animé, heureusement. C'est pas nous qui le faisons. On est juste en dialogue avec les artistes et on fait un peu le lien, quoi. Et aussi, ça a participé complètement du fait d'aller chercher aussi des autrices, mine de rien. Donc Anna Akhmatova, Virginia Woolf, etc. Pour justement aussi faire en sorte qu'on garde cette approche populaire dans le sens où elle touche beaucoup de monde. Parce que dans la mise en scène, on est sur du dessin animé et aussi des textes, tout à l'heure Guillaume Singal l'a bien dit, des textes qui sont mis en scène de façon complètement lyrique, avec une musique qui appuie le lyrisme du texte. Et voilà, donc féminisation du répertoire et mise en musique particulièrement lyrique pour toucher davantage de monde et sortir de cette verticalité. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai remarqué au cours des dernières années sur les réseaux sociaux, alors là c'est plus du registre de la médiation littéraire, c'est-à-dire les personnes qui vont partager des poèmes, etc. Un souci de plus en plus constant de mettre en valeur des poétesses, des poètes issus de minorités. C'est quoi, il est tard. Ah oui, il est tard, effectivement. Bon, voilà, c'était juste une petite remarque pour rebondir dessus. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour dire une dernière chose avant que nous clôturions la journée? Ou une avant-dernière chose. Hein. D'accord. Du coup, merci. Je vais préparer à clôturer la journée. S'il te plaît. Le bébé. Merci beaucoup, nous ne sommes presque pas en retard. Presque pas. Et nous espérons, j'ai absolument préparé que voilà, ça vous a donné à réfléchir, qu'il y a des gens qui ont pu discuter dans les pauses de tout ce qu'on a pu voir, qui était, je pense, très, très, très divers et donc aussi très riche. J'ai eu un tout petit regret personnellement qu'on n'ait pas eu quelque chose spécifiquement. J'aurais beaucoup aimé que Gaël Théval puisse venir pour faire une présentation sur YouTube et son travail sur la littérature. Voilà, nous avons Gilles Bonnet ici qui peut-être... Il est tard. Merci. Et bien voilà, et on vous libère. Merci beaucoup.